Bien, eh bien, écoutez, merci à tous d'être là. Hein. On va commencer parce qu'on a 1h10 pour notre focus, donc on ne va pas perdre plus de temps. Puis il y a des trains aussi. Alors voilà, donc on a ce focus. Ça arrivait. Ce focus consacré donc à l'économie mixte, hein, l'économie mixte au service des territoires. Alors comme vous pouvez le constater, le partenariat public-privé en matière d'aménagement n'a de cesse de progresser hein, au service des territoires. C'est une alliance très efficace entre savoir-faire et aussi financement diversifié entre acteurs publics et privés pour traduire vraiment une ambition d'attractivité territoriale. À l'heure où on a d'importants défis, hein, comme toutes les transitions écologiques et énergétiques, qui sont souvent complexes et puis coûteuses, hein, d'où le besoin de financement partenarial. Tout ça pour aboutir, évidemment, comme on l'a vu ce matin, à un aménagement sobre et durable. Alors, on a ces partenariats, on a les exemples abondent. Hein, on a évidemment la vénérable concession d'aménagement, mais on a aussi le projet urbain partenarial, le PUP, le projet partenarial d'aménagement, le PPA, les opérations de revitalisation de territoires, enfin tout un ensemble d'outils qui en fait essayent de concilier l'intérêt général et un certain nombre d'apports publics et privés innovants. Alors cet urbanisme négocié, cet urbanisme contractuel, partenarial, eh bien on peut dire qu'il a le vent en poupe. Hein, il permet de s'abstraire hein, de l'aspect réglementaire hein, qui arrive de tout en haut. Alors, il faut bien avoir à l'esprit, c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est que le contrat n'est pas le seul instrument pour aboutir à ce partenariat. Il y a également des structures partenariales qui sont aussi à l'œuvre et on va leur consacrer donc ce focus. Alors, évidemment, on a la Société d'économie mixte, hein, bien connue. On a d'ailleurs sa version opérationnelle dédiée hein, avec la CEMOP. On en aura aussi un exemple très intéressant. Et puis, on a également la Société publique locale d'aménagement, qui est certes une société constituée entre partenaires publics, avec des capitaux publics, mais qui fait appel hein, à des partenaires privés pour mener à bien des projets ambitieux sur le plan opérationnel. Alors, dans ce focus, on va mettre en exergue 3 expériences. Donc c'est pour ça que j'accueille nos intervenants. D'abord, monsieur Florent Sannefard-Garnaud, qui est directeur général de la Société publique locale de Lyon-Pardieu. Monsieur Raphaël Claustre, qui est directeur général délégué de la Société d'économie mixte CIP ENR, il nous en parlera. Monsieur Benoît Mercuzot, qui est élu de la ville d'Amiens et qui préside hein, la Société d'économie mixte, la CEMOP opérationnelle, hein, Amiens Énergie. Alors, on aura une intervention de chacun de 12 minutes. Chaque intervention sera suivie de questions. Et puis, si on a un peu de temps à la fin de l'atelier, eh bien, on prendra quelques questions restantes dans l'Assemblée. Il faut qu'on boucle en 1h10 parce qu'évidemment, les focus se succèdent. Donc, tout de suite, monsieur Sannefard, il faut que je... Voilà. Monsieur Sannefard-Garnaud, alors l'ASPL Lyon-Pardieu s'est engagé donc, dans un projet très ambitieux autour du fameux quartier de Lyon-Pardieu, qui est un quartier, évidemment, tout le monde, je crois, le connaît, qui est économiquement très porteur, qui est un quartier à fort enjeu, hein, autour, évidemment, de la gare, du centre commercial. C'est tout un ensemble. Maintenant, il y a un hôtel, d'ailleurs, Pullman, voilà. Son enjeu dépasse, d'ailleurs, très, très largement la métropole de Lyon. Hein. C'est vraiment un quartier qui rayonne et qui vous avez engagé donc, un projet de régénération du parc tertiaire. Alors, ce qu'on peut vous demander, ce que vous allez nous exposer, c'est comment la Société publique locale d'aménagement a donné envie, en fait,
à des investisseurs privés et à des promoteurs privés de se lancer avec vous dans l'aventure, et quelle méthode vous avez mis en place pour atteindre une haute ambition environnementale. Voilà, c'est à vous, et je vais vous laisser peut-être... Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous saluer, vous remercier de votre invitation et saluer à la fois les intervenants, vous-même, Madame Moreno, et puis vous tous. Je vais essayer d'être, je dirais, à l'essentiel pour vous laisser rebondir. Vous dire d'abord qu'à l'articulation de la conférence de ce matin d'introduction, qui posait énormément d'enjeux, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que cette conférence, notamment, posait l'idée que une partie des grands enjeux transformateurs ou des entrants de la question de l'aménagement du XXIe siècle est désormais connue. Une partie parce que, bien sûr, le siècle s'occupera de nous surprendre, mais enfin, quand même, la question de l'atténuation, de l'adaptation, le recul du trait de côte, les enjeux fondamentaux d'économie des ressources sont posés, et ce qui était dit à un moment dans les interventions en filigrane, je vous propose d'en faire au fond l'introduction de ce propos, qui est du fait de cette somme d'entrants désormais connus, mais qui ont fondamentalement bousculé le modèle de l'aménagement, qui était un modèle dont la matière première et financière était le foncier, constructible bien sûr. Du fait de ces entrants, quels sont les nouveaux modèles à faire naître? Et certains sont déjà là, d'autres en émergence à bas bruit, et c'est très clairement l'enjeu des 5 à 10 années qu'on a devant nous pour essayer d'établir un modèle qui fonctionne. Donc on est sur un moment de temps moyen de pivot des modèles, et du coup, à la part Dieu, je vais vous raconter ce que nous faisons sur le modèle de régénération tertiaire, qui peut, en fait, il faut le comprendre comme étant une expérience singulière sur un sujet qui pourrait bien demain, évidemment, devenir totalement réplicable et général, à savoir la ville régénérative, sous son angle immobilier. Ce sera mon propos ce matin, et je fais des liens avec une autre sphère de responsabilité dans laquelle on m'a confié des missions, à savoir le club Ville Aménagement dont j'ai pris la présidence là, au mois de juin, et donc beaucoup de ses membres sont présents aujourd'hui, pour vous dire que dans les 3 ans qui viennent, le travail du Club Ville Aménagement va se consacrer en grande partie à la question de ces nouveaux modèles au pluriel. Nouveaux modèles d'aménagement sur le retrait du trait de côte, nouveaux modèles d'aménagement dans la ville constituée, à la fois sur la question régénérative immobilière et sur les trames vertes et bleues, modification du dispositif économique de la montagne et éventuellement biorégion. Voilà, pour vous dire que l'expérience par Dieu est une proposition professionnelle à notre, je dirais, communauté d'acteurs, mais qui fait sens dans un moment d'interrogation plus générale. Alors une fois qu'on a dit ça, on atterrit. Donc l'engagement ou la promesse de cette intervention, c'est d'essayer de vous dire comment ça marche en vrai, ni publicité, ni fausse modestie, vous dire vraiment comment ça marche. Donc le périmètre de l'opération par Dieu, vous l'avez sous les yeux, en blanc, les 177 hectares de la concession, en rouge, les 38 de la ZAC, et en vert, le périmètre spécifique du PEM par Dieu qu'on est en train de terminer. Alors, ce modèle de régénération, qu'est-ce que c'est? Pardon d'enfoncer la porte ouverte. Nous sommes partis d'une idée extraordinairement simple, qui est de dire que puisque toutes les analyses scientifiques nous disent que la ville constituée, celle d'aujourd'hui, c'est celle dont l'empreinte carbone est absolument majeure et dont on doit réduire la force, c'était ça la matière dont nous devions nous occuper, par comparaison et différence d'avec une attirance pour le neuf. Il faut construire du neuf, je n'introduis aucun débat sur le sujet, donc c'est pas mon propos, mais les aménageurs que nous sommes peuvent être sensibles à la séduction du neuf. Voilà. C'est bien d'être toujours meilleur en termes d'éco-constructibilité, de réemploi et de ce qu'on voudra sur nos opérations neuves. Or, quand vous regardez les données scientifiques, et si on accepte de penser scientifiquement la question de la transition écologique urbaine, c'est pas en vérité là que se trouve l'essentiel du sujet.
Et donc nous avons décidé de chercher nos clés non pas sous le lampadaire, là où il y avait de la lumière, mais là où étaient réellement les clés, c'est-à-dire où était le problème écologique, c'est-à-dire sur le foncier du déjà là. Et pour faire ça, nous avons une chance, donc une responsabilité, c'est que nous avons un site exceptionnel qui permet de faire certaines choses. Donc voilà, vous avez quelques chiffres clés. C'est le deuxième quartier d'affaires de France, c'est 1,3 million de mètres carrés. Il y a une très grande profondeur du marché tertiaire de la Part-Dieu, de la TPE au grand compte, voilà, et des valeurs économiques, et c'est ça le point clé, qui permettent de faire un certain nombre de choses qui ne sont pas nécessairement possibles ailleurs avant mutation du cadre fiscal. Ce qui, du coup, peut être un débat pour l'avenir. La réplicabilité du modèle Part-Dieu, en fait, elle est conditionnée à une modification des paramètres économiques ailleurs pour que l'ingénierie soit exportable. Alors, dans ce cadre fantastique, nous avons, vous posiez la question, Madame Moreno, comment donner envie. Alors, on a pris un petit chemin de traverse à la SPL avec mon équipe qui est là. Nous avons pris l'initiative de lancer une étude pour apprécier le potentiel de régénération tertiaire de la Part-Dieu, sans trop demander l'autorisation aux propriétaires concernés. Le parc, il est déjà naturellement, il est en main, si je puis dire les choses simplement. Vous avez des propriétaires en face de chaque immeuble, et compte tenu des enjeux d'intérêt général, on n'a pas demandé l'autorisation. Nous avons étudié, du fait de notre connaissance de longue date de ce parc, la capacité des immeubles de la Part-Dieu à passer les décrets tertiaires, à atteindre la performance que ces décrets énoncent comme objectif obligatoire. Et la surprise a été que 300 000 m² sur 1,3 million ne passerait pas ce cap et donc devait muter. Et notre chance, c'est l'addition d'une obligation réglementaire de mutation et d'une capacité financière à le faire du fait des valeurs de la Part-Dieu. Et donc ce que nous avons fait au MIPIM 2023, donc comment donner envie, parce qu'il y a une dimension un peu théâtrale de tout ça, hein, donc voilà, c'est partie de nos métiers aussi. Nous avons dévoilé le potentiel de 300 000 m² mutable, et nous l'avons énoncé avec le maire de Lyon et le président de la métropole comme étant le nouveau cycle immobilier, le nouveau continent immobilier de la Part-Dieu, en disant voilà, à construire en neuf, on a à peu près encore 150 000 m² à faire. Vous avez construit vos business models à la Part-Dieu sur ces anticipations, mais en fait, il y a 300 000 m² de plus que vous pouvez ajouter dans votre lecture prospective du quartier. Et donc, on a eu une forêt de téléphones qui s'est dressée pour prendre en photo voilà, cette carte que vous avez sous les yeux, si d'aventure elle devait disparaître et ne plus jamais être communiquée. Alors j'ai tout de suite rassuré en indiquant que Thierry Perrault, notre directeur du développement, serait détenteur du secret et qu'il suffirait d'aller le voir pour avoir la carte et tout le listing des actifs. Et donc, donner envie, ça a été de dire qu'on proposait un modèle qui allierait économie et écologie en disant on ne vous demande pas de nous suivre simplement parce que c'est l'intérêt général, c'est une raison parfaitement nécessaire, mais est-ce qu'elle est suffisante? Non, on vous demande de le faire, ou plutôt on vous invite à le faire, parce que vous allez gagner de l'argent. Voilà. Donc c'était aussi simple que ça, avec un énoncé clair qui était là où il y aura de la qualité, comprendre environnementale et architecturale et tertiaire, il y aura de la SDP, donc des bilans équilibrés. Et donc le modèle morphologique de la régénération de la Part-Dieu, c'est un modèle d'adjonction de volumes immobiliers neufs qui sont symbolisés en rouge sur les différentes opérations qu'on vous montre, pour payer la régénération de l'immeuble qui n'est pas rouge et qui lui est un déjà là et dont la performance est très faible. Voilà. Et donc vous avez des exemples de granulométrie très différentes avec, vous voyez, parfois il suffit d'ajouter 900 m². C'est l'opération en bas à droite, AXA, pour reprendre un immeuble très important et donc améliorer son empreinte carbone. Le Végio, c'est simplement plus 500 m², donc c'est très modeste. Et puis vous avez ensuite des capacités d'intervention qui peuvent aller jusqu'à un plus 14 000 m² sur ce qu'était l'ancien immeuble RTE, avec une sorte d'emblème au demeurant architectural de la régénération, avec cette flèche comme ça. Et donc comment ça marche? C'est tout simplement que par création de valeur liée au loyer anticipé de la SDP supplémentaire,
vous avez un bilan d'opérations immobilier qui permet de financer la rénovation du bâtiment existant. Donc fondamentalement, le modèle régénératif de la Part-Dieu sur le tertiaire, puisque pour le moment c'est ça notre étape, il y en aura une autre après, j'en parlerai, c'est un modèle morphologique, écologique et financier. Alors, donner envie, ça a été de dévoiler cette affaire en disant soyez vertueux, gagnez de l'argent, voilà. Et ça a embarqué très fort en leur disant, et on s'appuyait sur une culture qui était celle de la coproduction, puisque de longue date, le projet Part-Dieu actuel est un projet sans foncier. Donc de longue date, nous sommes une opération de co-construction publique-privée. On dialogue avec les opérateurs. Donc cet énoncé n'était pas étranger à notre écosystème d'acteurs, vous voyez, et à notre culture professionnelle. Et on a invité avec nos élus les promoteurs à se rapprocher des propriétaires. Donc ça s'est fait d'une certaine manière indépendamment de nous, en leur disant discutez immeuble par immeuble pour voir quelles seront les opérations sur lesquelles le propriétaire a envie d'avancer et votre propre lecture du potentiel de l'immeuble à l'îlot se croise et que vous pensez pouvoir vous marier pour faire opération. Et donc les choses ont avancé très vite et donc pour vous montrer un peu la frise, nous avons aujourd'hui 100 000 m² de rénovation en cours, ce qui est assez satisfaisant. Certaines opérations, par honnêteté, avaient commencé avant. Je ne vais pas vous raconter qu'en 2 ans, on a accéléré au milieu de la crise immobilière à ce point. Mais nous avons vraiment des entrants nombreux qui sont ici cartographiés. Et donc le cycle de régénération est bien lancé. Alors maintenant, je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Oui, les méthodes pour répondre à votre question, Madame Moreno, outre fondamentalement le modèle que nous énoncions, cette approche, c'est aussi une évolution de la posture de l'aménageur. Et notre idée, c'est que, à partir d'un aménageur qui était déjà dans la co-construction par absence de foncier, qui était un aménageur de la co-construction, nous passons à un aménageur pilote d'écosystème de régénération. Et donc des énoncés sur les possibles, des accompagnements méthodologiques à travers l'archi-conseil, la lecture juridique, la capacité à éventuellement aller chercher des cofinancements, font partie, donc c'est une schématisation là qu'on vous propose, d'une nouvelle manière de voir les choses, où nous essayons de créer dynamique d'écosystème d'acteurs autour d'un projet collectif qu'est le cycle de régénération. Et fondamentalement, en fait, notre promesse, c'est de veiller à ce que le marché tertiaire de la Part-Dieu reste un marché non spéculatif pour que les projets aient une crédibilité réelle, puisqu'en fait, notre entrée, elle est franchement écologique. C'est pour baisser l'empreinte, faisons de l'économie immobilière. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une économie immobilière. Et donc, il faut qu'il y ait une promesse de sérieux sur le pilotage de l'offre. Donc, c'est un marché non spéculatif. Donc, on pilote l'offre en volume, en rapport avec la demande endogène. Et l'autre chose, c'est de dire, si nous travaillons ensemble en archi-conseil, très classique comme méthode, si vous rentrez dans le cycle et que vous vous mettez dans la perspective de co-construction, promoteur, son équipe d'archi, CBET et nous-mêmes, il y a une promesse d'aller jusqu'au bout. Et en fait, on dérisque la délivrance des PC. Les PC sont délivrés à 99% des projets qui sont entrés en archi-conseil dans le cycle régénération à la Part-Dieu. Voilà. Et donc, en fait, vous avez une diminution du risque pour l'acteur. Et pour finir, quelques enseignements. Que fait le cycle de régénération à la ville ? C'est un cycle qui est assez passionnant pour tout vous dire. Enfin, comme probablement vous tous, je souffre en mon fort intérieur de la ville générique, quand même, qui est largement autour de nous, qu'on produit malgré nous, voilà, pour des tas de raisons bonnes et mauvaises. Et la régénération, ça a une vertu, c'est que, par définition, on sort des sentiers battus parce qu'on traite avec le déjà là. Et lui, il est têtu et il est plus fort, en fait, que la tendance à la standardisation immobilière. Et du coup, ce qui est passionnant, c'est qu'on peut, d'abord sur les solutions éco-constructives, très rapidement vous dire que, sans surprise, on travaille beaucoup en FOB pour reprendre les immeubles existants.
en façade ossature bois. On va beaucoup travailler en structure bois légère parce qu'on a des enjeux de portance. Donc c'est l'image en gris que vous avez en haut à gauche. Vous avez l'immeuble, c'est l'opération Odessa, l'immeuble historique qui est en structure béton, et devant, pour s'accrocher, on a un mix de bois-béton parce qu'on a des enjeux en fait de poids. On ne peut pas en fait ajouter beaucoup de poids en général. Donc c'est aussi favorable à des meubles, à des modalités éco-constructives. Et puis sur la question de l'architecture, ce qui est passionnant, c'est que faire avec le déjà là, ça permet aux architectes d'avoir une capacité de proposition et d'initiative qui est plus grande que dans les situations habituelles. C'est plus dur pour eux et ce sera plus dur pour l'opérateur et l'entreprise parce qu'il y a plus d'aléas. Donc il faut admettre dans le bilan une ligne aléa qui est plus grande. Pour vous donner des exemples très très simples, hein, les plans des immeubles des années 70 vous garantissent que votre pas d'étage est à, je veux dire n'importe quoi, je sais pas, allez, 2,45 m, vous êtes sûr qu'il y a des demi-étages qui sont à 2,38 m, sauf que votre investisseur, il ne va pas du tout l'entendre de cette oreille. Vous voyez, enfin, il va considérer qu'il perd de la commercialité, il va tout de suite vous compter les quelques centimètres en millions d'euros. Donc ça, il faut l'admettre par avance. Mais moyennant ça, vous avez des interventions architecturales qui sont passionnantes. Et en bas à droite, vous avez l'opération Via Terra, Via Nova, qui est un immeuble assez modeste dans sa forme initiale, hein, pour ne pas dire parfaitement quelconque, et dont la proposition architecturale, par Mode Cobet et Supermixte, s'inspire des arts déco et va traiter une façade avec de la terre crue et des modénatures très travaillées. Et ça, on n'aurait jamais pu faire ça si on était dans une opération classique. Et il y a ce déplacement en fait de nos habitudes est extrêmement créatif. Et on peut faire des choses soit donc très innovantes comme ça, soit un peu décoiffantes où vous voyez qu'Odessa a ajouté une façade certes tramée comme à la Pardieu, mais tridimensionnelle avec pour la vêture de sa fob une vêture métal mais qui est pliée et dans la profondeur avec une colorimétrie très forte. Et vous avez des choses très patrimoniales. Alors, vous aimerez ou pas, et je ne vous en voudrais pas si vous n'aimez pas, mais le Britannia est l'un des grands immeubles tertiaires de la Pardieu. Il y a 40 000 m² qui ont été livrés au moment du traité franco-britannique des années 70, d'où le Britannia. C'est la plus grande copropriété tertiaire de France qui va entrer en régénération. C'est 40 lots. Et cet immeuble moderne, du mouvement moderne, va être repris. Donc c'est l'image de droite, avec une réintervention en isolation extérieure qui est entièrement respectueuse des lignes du bâtiment. Donc en fait, vous avez une capacité, selon aussi l'imagination des architectes, très grande de solutions différentes. Et pour finir, l'avenir, c'est de nous emmener sur la question de la régénération résidentielle, où là c'est plus dur, parce que ce sont des copropriétés, parce que l'économie du projet est bien plus difficile à trouver, mais parce que nous sommes à la fois très soutenus par nos élus et peut-être un peu naïfs, nous allons essayer. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Alors, moi, c'est l'aspect juridique qui m'a interpellée, c'est qu'en fait, vous avez fait du défaut de respect du décret tertiaire un atout. Donc ça, c'est assez extraordinaire, hein, c'est à souligner. Est-ce qu'il y a des questions, notamment sur cet aspect de ville régénérative ou sur d'autres? Allez-y, hein, lancez-vous. Oui, monsieur, allez-y. Oui, je voulais vous... Ça fonctionne, oui. Oui, oui. Vous avez proposé de la SDP supplémentaire aux opérateurs, mais aussi du foncier dans certains cas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a du foncier qui a été rajouté. Qu'est-ce que c'est que ces dents creuses qui étaient à côté des bâtiments? Et finalement, est-ce que ce foncier était à un prix aussi, un prix aidé, par exemple, pour les inciter à faire cette rénovation ou pas? Est-ce qu'il y a une autre question? On va peut-être les prendre en groupe. Madame? Oui. Je voulais savoir votre rémunération d'aménageur par rapport à ces interventions que vous faites qui ressemblent pour certaines plutôt à de l'AMO, mais pour autant, effectivement, s'il y a du foncier qui est valorisé, comment effectivement se constitue votre rémunération? Encore une dernière? Non, écoutez. Du coup,
beaucoup. Est-ce que vous m'autorisez à vous emprunter un Oui, instant bien sûr. la souris? Sur la question du foncier, fondamentalement, le cycle de régénération de la Part-Dieu est bien un cycle sans foncier neuf, même si vous avez l'œil, cher monsieur, les choses subtiles méritent commentaire. Alors, opération Moveo, on va s'arrêter un instant sur elle, celle qui est en bas à gauche, avec le petit encadrement en rouge. L'émergence qui est à droite de l'image et le socle sont de l'existant. C'est dans un îlot construit. Cet existant est donc régénéré. Et donc vous avez une opération globale qui travaille sur la performance environnementale de ce bâtiment. Et puis on reprend des socles et de la qualité tertiaire. Mais votre question, c'est sur le reste. Et donc là, la dent creuse que vous évoquez, c'est ce qui est ajouté, entouré en rouge. Et donc en fait, le socle existait. Et donc en fait, on va construire des volumes en ossature bois sur un foncier qui était déjà construit et donc qui reste en propriété du même acteur. Donc là, on est dans un modèle, mais qui est tout à fait typique de ce qu'on fait, où on va aller travailler la morphologie urbaine dans des vides qui ne vont pas jusqu'à être des vides fonciers. Ce sont des vides urbains, enfin des volumes d'air. Et là où vous avez parfaitement raison, c'est que comme on travaille vraiment assez finement les volumes, on peut être amené à tout de même construire des morphologies immobilières qui vont ponctuellement s'appuyer sur du foncier qui n'était pas construit jusque-là. C'est l'opération Odessa Vertuo qui, donc vous voyez l'image de gauche qui est le bâtiment historique. Donc vous avez voilà, un bâtiment principal qui est au cœur de l'image et puis vous devinez sur la gauche et un peu en retrait un socle qui était un complément de bâtiment. Donc en fait, ce que nous avons fait, c'est que par cette opération menée avec ICAD et Sogeprom, les bâtiments historiques sont repris, régénérés, et on ajoute devant eux des volumes de SDP supplémentaires. Alors devant, avec cette façade voilà, que je commentais, tridimensionnelle, c'est bien de la mobilisation de fonciers supplémentaires. Vous voyez sur l'image à gauche comment la structure métallique vient dessiner le nouveau socle qui n'existait pas. Donc il y a bien, c'est très ponctuel, de la remobilisation foncière. Et puis, pour l'essentiel, on est en opération de construction sur foncier déjà bâti. Et donc là, vous voyez dans la frise de ces 100 000 m² en cours, si vous prenez la ligne horizontale supérieure, la deuxième opération en partant de la gauche, c'est aussi Odessa, mais vu de l'autre côté. Donc c'est le socle qu'on voyait dans la photo de l'existant. Le socle est régénéré, il est en blanc, et au-dessus, on vient poser du logement. Donc la logique foncière est celle-là, et en fait, nous n'avons pas de foncier disponible à la Part-Dieu, si ce n'est sous une autre forme régénérative, mais qui est pas prioritaire dans notre mode d'intervention, mais elle existe, qui est la démolition-reconstruction pour libération du foncier et renaturation et reconstruction de l'immobilier sur des emprises différentes. C'est notamment la figure de la cité administrative que nous essayons de sortir avec l'État, mais qui est bien difficile d'équilibrer, puisque l'État avait lancé sa consultation en 2022 et elle a été clôturée en 2023 avec un déficit important. On n'arrivait pas à équilibrer les choses. Voilà. Et sur la question, votre question, madame, sur la rémunération de l'aménageur, ben vous avez raison. Ça pose une grande question. Notre conviction, et je ne suis pas sûr d'être fondamentalement original dans cet énoncé, c'est que ce qui est là est une expérience parmi d'autres menée en France à bas bruit, qui est probablement la gestation de ce qu'est l'aménagement dans les 30 années qui viennent. Et donc se pose la question sous deux aspects. Je me permets, si vous m'autorisez, à élargir un tout petit peu à partir de votre question. La question de la faisabilité de la montée à l'échelle, parce que si la Part-Dieu fait ça, c'est parce que nous avons des valeurs spécifiques et qu'il y a une économie. Mais je serais très Marie si vous sortiez de cette intervention en vous disant « oui, bon, ils le font là, mais en fait, c'est le seul endroit où on peut le faire en France ». Notre conviction est exactement inverse, et c'est pour ça qu'on le met en dialogue avec vous.
c'est que l'ingénierie, elle est totalement généralisable. Le problème, c'est l'économie. Et donc, est-ce qu'il y a demain une économie fiscale ou éventuellement subventionnée, on voit bien la problématique. Fiscale, c'est sans doute possible, on peut se poser la question de la TVA, qui permettent la généralisation. Quant à l'aménageur, si c'est bien un modèle d'avenir, voire la nouvelle centralité immobilière de l'aménagement pour les 30 années qui viennent, il faudra nous financer. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ne produisent de la recette pour l'aménageur que les mètres carrés supplémentaires en ZAC, voilà, participation constructeur, modèle classique, et éventuellement, ce qui nous arrive assez peu, les changements de destination des mètres carrés déjà là. Et donc notre plaidoyer, la SPL Pardieu, mais aussi au sein du club Ville Aménagement, c'est pour poser la question suivante: ne pourrait-on pas travailler avec Bercy et le ministère de la Transition en charge de l'aménagement pour que demain, la matière de l'aménagement, y compris du financement de l'aménagement, ce ne soit plus le foncier à construire, mais le mètre carré déjà là, transformé. Et que chaque mètre carré transformé génère, on l'appellera quand on voudra, de la participation constructeur, voilà, un flux entrant pour le bilan d'aménagement. Et ça ne sera possible que si c'est pris en considération dans la totalité de l'équation économique, puisque naturellement, ça renchérit. Donc, ça renchérit pour qu'il y ait de la ville et qu'il y ait l'aménageur accélérateur des cycles de régénération, mais ça n'est possible que s'il y a un écosystème financier général qui est soutenable. Voilà un peu comment nous voyons les choses. Merci beaucoup. En tout cas, cet aspect de transformation, de régénération a quand même été pris en compte par le législateur avec la loi d'Aubier, qui est quand même un progrès avec le permis multidestination. J'espère que vous aurez une oreille attentive à Bercy, enfin au futur Bercy qui se mettra en place. Je vais me tourner, la ville régénérative, l'ambition environnementale, je vais me tourner vers nos deux autres intervenants, et d'abord Monsieur Raphaël Claustre, puisque vous êtes sur une SEM qui a pour mission de réaliser des projets d'énergie renouvelable. Alors avec une originalité, parce que vous êtes une SEM, donc une économie mixte, mais vos projets sont des projets publics et citoyens, même purement public et citoyen, sans investissement privé. Alors c'est un petit peu original. Donc je voulais vous demander, alors vous intervenez beaucoup sur la petite couronne parisienne, mais vous pouvez aussi intervenir sur toute la France à la demande des collectivités territoriales. Donc si vous pouvez nous expliquer votre mission. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, je vais passer de l'autre côté de l'aménagement, moins de la ville et plus de la campagne, en tout cas majoritairement de la campagne, parce que je vais parler d'énergie. Donc, moi, je m'occupe d'une SEM qui est, vous le savez ici, un acteur économique, mais majoritairement détenu par des collectivités territoriales. En l'occurrence, la SEM dont je m'occupe est détenue majoritairement par le CIPEREC, qui est le syndicat d'énergie de la petite couronne parisienne, par la Caisse des dépôts et, dans des proportions moindres, d'autres SEM ou des acteurs citoyens. Et cet acteur, qui s'appelle CIPENR, qui a pour but de développer des projets d'énergie renouvelable, s'inscrit dans une vague un petit peu récente des SEM autour de l'énergie. Vous savez que les SEM, on en trouve sur tout le monde économique, mais beaucoup sur l'aménagement, sur le logement social, le tourisme, le funéraire, je ne sais pas si j'en oublie, mobilité, beaucoup de sujets. Mais ces 10 dernières années, l'énergie s'est pas mal développée. On compte un petit peu plus de 100, pas loin de 120 SEM énergie, dans la grande majorité à moins de 10 ans, 11 pour nous. Et tout ont dû construire un modèle d'intervention, modèle économique évidemment. Et dans ce positionnement, chacun a essayé de regarder. Beaucoup se sont mis sur un positionnement de co-développement avec des acteurs, des développeurs privés. Pour ce qui est des énergies renouvelables, c'est-à-dire je cherche à détenir 10, 20, 30% d'une société de projet d'énergie renouvelable, une société de projet qui va faire de l'éolien, des parcs solaires ou plus rarement des réseaux de chaleur, des méthanisations. Ça a été un modèle qui s'est pas mal fait, par lequel on a commencé, et
Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un modèle auquel il ne faut pas toucher, mais on a conclu, après plusieurs expériences, que ce n'était pas celui sur lequel on apportait de la valeur, ni de la valeur pour le territoire, ni de la valeur pour nos actionnaires. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'assez souvent, on était minoritaire, on ne changeait pas grand-chose au projet, on nous en partageait quelques actions, il remontait un tout petit peu de dividendes ou pas, parce que très souvent, l'usage était de faire que la société de projet constituée par le développeur éolien était vidée de sa valeur, c'est-à-dire que le développeur de projet s'assurait qu'il se passait des contrats avec sa maison mère pour qu'il n'y ait plus rien qui remonte aux autres actionnaires. C'est l'usage, et on s'est dit il faut construire un autre modèle. D'abord parce qu'on va beaucoup s'ennuyer au travail si on ne sert à rien, et ensuite parce qu'on ne va pas arriver à équilibrer nos comptes. Donc, on s'est demandé comment on pouvait rendre des services au territoire, c'est quand même un des objectifs d'une SEM, et essayer de les aider à maîtriser les projets. Et c'est comme ça qu'on a fait évoluer le modèle après 2, 3, 4, 5 années sur des modèles plus classiques de co-développement, en se disant, après tout, l'ingénierie là-dessus, on pense qu'on peut la maîtriser, et puis quand on ne maîtrise pas une ingénierie, il y a des AMO qui nous aident à le faire. Et donc, on va pouvoir proposer des offres à des collectivités pour faire avec elles des projets d'énergie renouvelable. Donc, nous avons proposé à des collectivités qui se disaient tiens, j'ai un terrain, je voudrais faire de l'éolien, ou j'ai un terrain dégradé qui serait propre à faire un parc solaire, je vais proposer à un développeur de faire ce projet. Et on s'est mis à leur proposer de le faire avec eux et qu'eux-mêmes soient actionnaires, et actionnaires dans les proportions non négligeables, et actionnaires et décideurs. En leur disant même si on vous propose que vous ayez un droit de veto sur toute décision stratégique, pour que le projet ne soit pas un projet posé sur votre territoire, dont vous tirerez la fiscalité, peut-être un coupé de ruban, mais pas grand-chose de plus. On va vous proposer que ce soit un projet à vous, qui vous appartienne, pas intégralement, mais qui vous appartienne dans des proportions significatives et dans lesquelles les décisions sont prises avec vous. Nous, acteurs économiques, on va apporter l'ingénierie, le pilotage de projet, mais derrière, la décision sera toujours prise avec vous et les élus vont se trouver dans une situation qui est finalement une situation normale pour des élus, d'arbitrage, de prise de décision. Et puis quand des élus vont nous dire je veux tout ça pour le projet, nous on va leur faire la modélisation économique et on va leur montrer que tout ça ne passe pas et ils vont devoir arbitrer. Donc on s'est mis à monter des projets 100% publics et citoyens, et aujourd'hui, à quelques exceptions près, on ne fait plus que ça, des projets 100% publics et citoyens. On les fait sur notre territoire naturel, qui est celui de notre collectivité, le Sipérec, mais on les fait aussi sur d'autres territoires, sur toute la France. Dans ce cas-là, on les fait avec d'autres SEM, ou à minima avec les collectivités. Mais on ne sort jamais du territoire sans avoir d'autres partenaires. Et les grands principes associés à cette offre, à ce positionnement, l'intérêt de ça, on l'a résumé en trois aspects. D'abord, beaucoup de transparence sur les choix techniques et les choix financiers autour des projets d'énergie renouvelable. Ensuite, l'ouverture du capital aux collectivités et aux citoyens et le partage des connaissances. La transparence sur les choix techniques et financiers, aujourd'hui, elle nous paraît plus être un luxe ou un moyen de faire des projets plus beaux, elle nous paraît nécessaire pour aller bien plus loin que l'acceptabilité des projets, mais faire qu'il y ait une appropriation des projets. Et ça nous sert à nous à faire que nos projets soient plus acceptés, mais on a le sentiment que c'est une nécessité pour toute la filière énergie renouvelable, parce que c'est des projets d'aménagement qui sont difficilement acceptés. Alors, j'imagine bien que tous les projets d'aménagement ont des sujets d'acceptabilité. Là, quand même, on a des sujets qui sont presque des sujets existentiels pour les filières solaires et éoliennes et méthanisation. Donc, le fait de faire approprier les projets par les territoires, leurs élus et parfois par les citoyens en direct, sans l'intermédiation des élus, peut changer beaucoup de choses. Ça peut aussi démythifier sur les choix financiers. Et chaque fois qu'on nous demande quelque chose, on explique tout ce qui est faisable, on montre, et les élus vont comprendre les sujets et vont pouvoir les arbitrer. Comprendre les sujets parce que sur les projets, entre les premières réunions qu'on a et les dernières 5 ou 6 ans après, ils sont énormément montés en compétences. On a même vu des élus nous faire des corrections sur des aspects juridiques, financiers extrêmement pointus, parce qu'ils se sont pris de passion pour ce sujet et qu'ils sont montés en compétences dessus. Donc d'une part, le besoin d'acceptabilité, de faire qu'on change de culture dans la filière énergie renouvelable et qu'on arrête de poser des projets sur les territoires, qu'on les fasse avec, mais quand on dit avec, c'est vraiment en les mettant à la gouvernance.
Et en n'arrivant pas avec des projets qui sont entièrement conçus et qu'on se dise « Ah, l'acceptabilité, c'est se demander comment on va faire accepter ce projet qu'on a déjà conçu. » Mais se dire « J'ai l'envie de faire un projet, comment est-ce que je vais le concevoir avec le territoire et ses représentants ?» L'ouverture du capital, ça va être partager la valeur. La valeur, elle est partagée par de la fiscalité, bien sûr. Il y a de la fiscalité qui retombe chaque fois qu'un projet a lieu, mais elle repose pour beaucoup dans l'actionnariat. Aujourd'hui, dans l'éolien et dans le solaire, il y a une course au foncier assez terrible. Il faut trouver, en zone urbaine aussi, il faut sécuriser son foncier et ensuite développer le projet. Donc une pratique pas très saine, c'est je vais faire la proposition foncière la plus élevée possible, proposer de payer 10, 15, 20 000 euros l'hectare, alors qu'en terrain, sur ces zones, on est plutôt sur des 2 ou 3 000. Les élus vont se dire c'est super, je manque de ressources, je vais signer ça. On développe, on explique que dans les études d'impact, on a trouvé tel ou tel crapaud et qu'aujourd'hui on ne peut plus rien faire dans ce pays et qu'on ne va plus pouvoir tenir ça, on va devoir diviser par 4 le foncier. Mais puisque c'est sécurisé, les élus vont se dire de toute façon, ça fait 3 ans que je travaille avec eux, je ne vais pas tout annuler, donc tant pis, je m'assieds sur mes 15 000 euros par hectare et je vais faire 5 000. Et je continue de travailler avec cet acteur. Donc essayer de sortir de cette logique de course au foncier et de se dire la valeur, elle est en partie dans la fiscalité, ça c'est pareil pour tout le monde, en partie dans le foncier, et la course au foncier n'est pas forcément saine, et en partie dans les fruits du projet, c'est-à-dire dans les dividendes. Et si on associe une collectivité, si on associe des dividendes, des citoyens à l'actionnariat, ils bénéficieront de ces fruits du projet. Donc voilà, et évidemment, ils seront aussi associés à la gouvernance, donc ils pourront prendre les décisions. Et puis partage de connaissances, ça veut dire que la fois d'après, ils pourront faire sans nous, ils pourront faire avec un privé, ils pourront faire tout seuls, mais en tout cas, ils seront en capacité de décider. Et je vais illustrer ça avec un exemple. J'ai retenu ce qu'on appelait le parc du génie, parce que c'était le parc du génie militaire, en Meurthe-et-Moselle, dans la banlieue de la ville de Toul. Le génie de l'air avait un site de 40 hectares qui a été laissé en friche. Une partie a fait l'objet de pollution, en particulier hydrocarbures, et la collectivité cherchait une reconfiguration du site. Nous leur avons proposé un projet conjointement avec Enercop Nord-Est et Énergie Partagée, qui sont des acteurs des énergies renouvelables citoyennes, et nous avons proposé que la communauté de communes propriétaire du foncier soit actionnaire du projet, comme je vous l'ai expliqué. Le projet a pris 5 ans, ce qui est à peu près moyen pour un projet qui se déroule bien. C'est ni un projet court ni un projet long. Je ne vais pas vous détailler l'actionnariat partagé, mais vous voyez le site avant, après. Alors, on n'a pas encore la photo aérienne après l'aménagement solaire, mais il est terminé. Et les choix qui ont été faits, et qui ont en partie été faits grâce au caractère public et citoyen, ont été d'abord de faire beaucoup d'évitements. Vous connaissez ici tous la séquence ERC. Donc, chaque fois qu'on fait un projet d'aménagement, on va d'abord devoir éviter l'impact, ensuite réduire l'impact là où on aménage quand même, et enfin compenser s'il reste des impacts résiduels. On a choisi de privilégier l'évitement massivement. On essaie de ne jamais avoir de compensation. Et là, sur le site, il y avait de la pie grièche. Quand on fait de l'aménagement dans ces zones, on progresse en ornithologie. Et on a fait le choix de réduire assez massivement la surface du projet, surface d'étude 40 hectares, puis 16 hectares, puis on décide de descendre à 12. Parce que les écologues nous recommandent de partir plutôt sur cette option-là. Et je ne vais pas vous spoiler la fin, mais les écologues sont venus il y a 1 mois et ont revu le couple de pie grièche. Donc elle est encore là et elle est apparemment heureuse et fait bon ménage avec les panneaux solaires. L'actionnariat est 100% public et citoyen. On a développé le projet au moment de la crise ukrainienne et des élus nous ont dit moi je ne veux pas de module chinois, leur position est trop ambiguë politiquement. Or, vous le savez sans doute, la Chine et plus largement l'Asie détiennent la quasi-totalité, un quasi-monopole sur la production de modules solaires. Donc on a d'abord dit c'est compliqué d'aller prendre des modules français. Eux nous ont dit pour nous c'est prioritaire, c'est plus important que le reste. Donc on a travaillé dessus et on a fini par réussir à accepter de mettre des modules Photowatt. Donc Photowatt, c'est une filiale, c'est une industrie française, alors qu'elle a malheureusement fermé depuis. Mais ce sont des modules français fabriqués à Bourgoin-Jallieu.
Et on s'est aperçu a posteriori, on a cru pendant un temps qu'on était la plus grande centrale de France avec des modules français, on s'est aperçu que c'était la deuxième. Mais ça montre quand même que le public est citoyen, et c'est un de nos objectifs, n'est pas condamné à faire des choses de modeste ambition, mais peut faire des choses de grande ambition. Et puis en parallèle, la même collectivité avait un projet avec un grand énergéticien, qui par ailleurs était propriétaire de Photowatt, et qui n'a pas lâché sur la demande et a refusé de mettre du Photowatt. Nous, on l'a accepté, et notamment parce qu'on n'avait pas le choix, parce que la collectivité étant actionnaire, ayant un droit de veto sur les décisions stratégiques, le projet ne se faisait pas si eux nous disaient je ne lâcherai pas. Donc ça nous a poussé dans nos retranchements. Je vous l'ai dit, notre premier réflexe, c'était, comme la plupart des acteurs économiques, dans mon plan d'affaires, ça ne passe pas. Et bien, ça nous a obligés à le retravailler jusqu'au bout. Et évidemment, une forte participation des citoyens, des habitants, des événements sur site, là des événements scolaires pour beaucoup, et les événements d'inauguration, c'est assez intéressant parce que j'en ai fait pas mal en format très institutionnel avec des élus. Je les trouve très différents ici parce que les élus très souvent nous disent on va les faire avec les habitants et on mélange le préfet et les habitants dans un événement festif, bon enfant, musical, et ça fonctionne très bien. Ça, c'est les élus qui décident de mélanger ou pas. Mais on s'aperçoit que ça fonctionne très bien et qu'il y a une forte appropriation et que les élus ne disent jamais votre projet en nous parlant à nous, ils disent notre projet. Il y a un autre exemple en Île-de-France où ils se sont tellement appropriés le projet qu'ils font des événements, des fois en oubliant de nous prévenir, sur le site du parc solaire. Alors, peut-être aller un peu loin une fois. Ils nous ont dit on a fait un escape game ce week-end, il y avait 500 personnes dans le parc. Donc là, on a dû mettre le holà en disant que c'était un site équipé en haute tension. Mais d'un côté, on était à la fois effarés et ravis de voir à quel point ils se disaient c'est un équipement public, c'est pas seulement un site de production industrielle. Donc, je vais m'arrêter. Bien écoutez, ce qui est très intéressant, c'est l'engagement citoyen. Ça va quand même à des parts de la prise de capital significative, parce qu'il faut quand même des fonds, il faut que le citoyen ait de l'argent, se regroupe en association. Vous avez... Pour les citoyens, il y a deux manières de procéder. Soit les habitants du territoire pouvant dire la commune, l'intercommunalité ou un ensemble un peu plus large, se regroupent dans une structure qui a pour but de faire de l'investissement citoyen et faire de la levée de fonds. Et chacun pourra mettre son épargne, ses 100 euros, 1000 euros ou plus. Et là, c'est vraiment implication directe dans le projet. Ça, malheureusement, c'est rare. Le plus souvent, ça va être intermédié, c'est-à-dire qu'il va y avoir des structures d'intermédiation citoyenne qui vont investir dans plusieurs projets citoyens et les citoyens peuvent investir dans ces projets-là. Ça a été le cas avec, j'ai cité Enercop Nord-Est, donc c'est une structure qui agit sur tout le Nord-Est. Et quand les habitants prennent des parts dans Enercop Nord-Est, ils ne prennent pas des parts seulement dans ce projet, ils prennent des parts dans tous les projets d'Enercop Nord-Est. Et idem pour Énergie Partagée, avec qui on travaille beaucoup, qui est une structure nationale. Très bien. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est d'enchaîner, parce que ça avance, donc d'enchaîner avec Monsieur Mercuzzo, qui lui a une expérience de réseau de chaleur, hein, donc c'est un petit peu lié. Puis après, on prendra les questions globales sur les projets énergie renouvelable. Donc, Monsieur Mercuzzo, hein, vous présidez donc la CEMOP Amiens Énergie depuis sa création en 2017, et vous avez réalisé une opération qui est en fonction, un réseau de chaleur qui fonctionne à 70% en énergie renouvelable et en énergie de récupération et à 30% en autre énergie, en énergie fossile. Et vous allez peut-être nous expliquer comment l'économie mixte a été en fait un atout pour réaliser ce réseau. Voilà. Oui, écoutez, d'abord, je voudrais vous saluer tous et puis vous remercier de cette invitation. Je suis très heureux qu'on soit les trois formes d'entreprises publiques locales à la tribune. Historiquement, c'est d'abord la SEM, qui est apparue il y a déjà bien longtemps, la SPLA, d'abord au début du XXIe siècle, et puis la toute dernière, qui a maintenant 10 ans, donc on n'est plus si jeune que ça, mais quand même encore très jeune, la CEMOP, qui a été créée par une loi de 2014. La forme CEMOP a été créée en 2014. Donc, je dis ça parce que ça m'embête qu'elle n'ait pas encore été mentionnée. Il existe une fédération des EPL qui travaille beaucoup pour les intérêts publics que représentent ces entreprises publiques locales, justement, et je salue une autre administratrice de cette fédération, Isabelle Bonneau-Join, qui est présente dans cette salle. Pour dire aussi que nous sommes des entreprises, c'est-à-dire qu'on l'a déjà entendu, les entreprises, elles sont tenues d'avoir un modèle économique, un équilibre économique. Et on voit bien que
ce modèle économique, il est quelquefois compliqué à trouver. Il est compliqué à trouver évidemment sur la question de l'aménagement, et on a bien entendu ce que vous avez dit, et on peut espérer que Bercy entende, mais en ces périodes un peu compliquées, à mon avis, Bercy aura du mal à renoncer à des recettes, même si ce n'est pas en tant que tel des dépenses publiques, c'est un autre débat. Et puis, on a bien vu, au travers de l'exemple de la SEM, comment des crapauds pouvaient perturber un modèle économique, ou encore comment des actionnaires un peu voraces pouvaient aspirer la valeur créée par une société avant qu'elle ne soit distribuée véritablement qu'elle ne soit redistribuée aux actionnaires d'un projet particulier. Et on voit bien que finalement, la SEM, j'explique ça pour montrer comment la CEMOP intervient de façon un petit peu décalée. La SEM, pour agir, a besoin de créer une société, en l'occurrence une société de droit privé complètement, certes avec une personne publique, mais vous intervenez en tant que personne privée. Pardonnez-moi, je ne vais pas faire du droit, mais quand même c'est important de le dire. Et la collectivité peut intervenir à vos côtés parce que la loi l'y autorise, parce que vous développez de l'énergie renouvelable. Voilà. Et donc, vous voyez bien, la SEM, elle est à l'origine d'autres sociétés. Et la CEMOP, la particularité, c'est que la CEMOP, elle est directement une société créée par la collectivité et très généralement dans le cadre d'une délégation de services publics. Au fond, quand on a créé la CEMOP Amiens Énergie, on a créé, la ville d'Amiens a dit, eh bien voilà, je vais créer un service public de la chaleur urbaine. Et donc, plutôt que de choisir un délégataire classiquement et lui confier les clés du développement du réseau de chaleur, eh bien la ville d'Amiens a dit, mon délégataire, ça sera ma CEMOP. Et dans cette CEMOP, j'aurai X% du capital et je mets en concurrence les différents industriels, il n'y en a pas des milliers dans le secteur, mais enfin ils sont quand même 3 ou 4, je mets en concurrence les industriels qui voudront bien répondre, mais pour faire quoi? Eh bien pour être actionnaire à mes côtés au sein de la CEMOP. Voilà ce qu'une CEMOP, elle est en charge, enfin en tout cas celle d'Amiens, et c'est très largement le cas, elle est en charge d'un marché public qui n'est pas un marché, pardonnez-moi, mais qui est une concession de services publics de développement de la chaleur urbaine. Ça me paraît important de distinguer justement par rapport aux différentes formes d'entreprises publiques locales. Alors vous le voyez, je ne vais pas trop m'étendre, je ne suis pas technicien, je suis élu. C'est aussi une différence avec les deux premiers intervenants. Chacun a ses propres qualités et peut-être aussi ses défauts, j'ai cru comprendre. Mais le réseau d'Amiens Énergie, il fonctionne maintenant très bien. Vous le voyez, pourquoi il y a 45 plus 25? Parce que je n'ai pas voulu tricher. Aujourd'hui, il y a bel et bien 45 km. Et puis, au 1er janvier, il y aura 25 km de plus parce que nous allons achever toute une série de travaux qui vont nous permettre d'aller tout au sud, que je ne me trompe pas, sud-ouest de la carte, donc en bas à gauche de la carte, pour aller connecter le centre hospitalier nouveau qui vient d'être créé sur la ville d'Amiens. Et donc, voilà, on a étendu assez considérablement. Aujourd'hui, là encore, je n'ai pas triché, aujourd'hui on est à 62% d'énergie renouvelable et de récupération, et au 1er janvier, parce qu'on met en œuvre une nouvelle chaufferie de pyrogazéification, je fais semblant de m'y connaître techniquement, mais ce n'est pas le cas du tout, mais ça va nous permettre de monter à 70% d'énergie renouvelable et de récupération. Voilà pour ce qu'est le réseau, ça fonctionne bien. Évidemment, et ça a été souligné ce matin dans la plénière, donc je n'insiste pas, notamment par le représentant de la Banque des Territoires, évidemment, l'intérêt d'un réseau, c'est que ça n'échappe pas totalement aux fluctuations du prix des énergies fossiles, mais ça permet quand même d'y échapper très sensiblement. Et puis l'autre avantage, c'est que ça permet justement de ne pas fonctionner qu'avec des énergies fossiles, donc c'est beaucoup moins polluant qu'un autre modèle de chauffage. Voilà l'intérêt d'un réseau de chauffage, mais j'imagine que, comme il y a sans doute pas mal d'aménageurs dans la salle, vous êtes d'ores et déjà convaincus de l'intérêt de ce type de développement de réseau de chaleur urbain. Ce qui me semble plus intéressant, et là c'est à moi d'appuyer sur la... Voilà. Ce qui me semble plus intéressant, c'est peut-être de montrer à la fois, je l'ai dit, ce qu'était une CEMOP, et puis du même coup ce que cela implique pour la collectivité. D'abord peut-être préciser que deux particularités de la CEMOP. D'abord, contrairement à une SEM classique, j'allais dire ordinaire, mais vous auriez pu mal le prendre, une SEM classique,
eh bien, la collectivité n'est pas forcément majoritaire au sein du capital. On peut faire le choix d'être majoritaire, on peut faire le choix d'être minoritaire. Nous, j'allais oublier, mais nous, représentants des personnes publiques, nous disposons de 49%. La ville d'Amiens à 34%, la Banque des Territoires à ses côtés à 15%, et elle intervient bien en tant que co-investisseur. Et puis l'industriel que nous avons choisi, et finalement, après mise en concurrence, c'est Engie Solutions qui a été choisi, eh bien Engie Solutions détient 51% du capital. Le capital, on l'a monté initialement, il est toujours de 8 millions d'euros, donc vous calculez 34%, 4%, 51%. Et puis au total, nous avons à ce jour investi, alors là je fais comme si c'était terminé, mais de toute façon c'est déjà engagé, déjà emprunté, etc. Nous avons investi plus de 140 millions d'euros. 140 millions d'euros, on parlait tout à l'heure de l'ADEME et du fonds chaleur, nous avons obtenu 60 millions d'euros, non pas en totalité du fonds chaleur, mais aussi du FEDER, et puis un petit peu d'une subvention régionale, mais 60 millions d'euros de subvention. Nous avons nous-mêmes financé par nos fonds propres et par les résultats acquis par la collectivité depuis 2017 environ 20 millions d'euros, et le reste, eh bien, nous l'avons emprunté. Voilà. Ce qui veut dire que la CEMOP n'est pas une coquille vide. C'est une société qui produit de la chaleur, qui prend un risque. Parce que produire de la chaleur, c'est bien gentil. D'abord, il faut la produire au prix attendu. Et puis surtout, si on la produit, il faut pouvoir la vendre. Et pour pouvoir la vendre, ça veut dire qu'il faut être crédible. Et c'est en ce sens aussi où la présence d'un industriel aux côtés de la ville est particulièrement intéressant. Parce que vous imaginez bien que si c'est le directeur général de la ville ou un élu de la ville qui va voir le directeur d'une clinique pour lui dire on va vous vendre de la chaleur que la ville produit, le directeur de la clinique qui a besoin d'abord d'avoir de la chaleur 24/24, 365 jours par an, et puis qui en plus se dit que oui c'est bien gentil, mais enfin à quel prix vous allez me faire ça, et que le directeur général des services lui dit écoutez, ça sera défini chaque année par un arrêté du maire. Vous voyez bien que ce n'est pas tellement rassurant. Alors que quand on va le voir et qu'on dit on a à nos côtés, en fait, ce n'est même pas nous qui allons le voir, c'est la CEMOP et avec un directeur général, et un directeur général qui, contrairement à moi, possède parfaitement bien tous les éléments à la fois techniques, ce qui rassure, et également financiers. Et j'essaie de connaître aussi les éléments financiers parce que c'est quand même pas inintéressant en la matière. Autre remarque, c'est la loi qui pose que la présidence d'une CEMOP est donnée à un élu. Voilà, c'est une obligation légale. L'intérêt de la CEMOP, c'est que ça nous permet d'être aux commandes. Quand vous avez un délégataire classique, toutes les collectivités territoriales le savent, on essaye de verrouiller pas mal de choses, le maximum de choses dans le contrat de délégation. On regarde les choses année par année, et puis au bout du compte, on s'aperçoit à la fin de la délégation qu'il y a quand même pas mal de choses qui nous ont échappé. Et puis à la fin, une fois que le contrat est terminé, on essaye de remettre les pendules à l'heure, mais enfin, de toute façon, c'est un peu tard. Financièrement, on peut retrouver des billes, mais c'est quand même tard. Là, on est au cœur, j'allais dire du réacteur, on est aux manettes, aux côtés de l'industriel et aux côtés de la Caisse des dépôts en l'occurrence, mais c'est ça qui est intéressant. Pour autant, ça ne va pas sans poser un certain nombre de difficultés, la CEMOP. Parce que quand vous regardez ce schéma, eh bien, ça veut dire que la collectivité, elle intervient auprès de la CEMOP à 3 titres. Elle intervient d'abord comme autorité délégante. C'est elle qui doit dire le service que doit rendre la CEMOP. C'est ensuite elle qui est actionnaire, donc voilà une deuxième qualité. Et puis ensuite, et évidemment, elle est également cliente, puisque bon nombre des bâtiments de la collectivité sont évidemment connectés au réseau de chaleur. La collectivité n'avait pas de raison de ne pas se connecter au réseau de chaleur, puisque ça coûte plutôt moins cher, et puis de toute façon, les prix sont beaucoup plus stables. Bien. Mais vous voyez bien qu'avec ces 3 casquettes, la collectivité peut avoir des intérêts divergents. En tant qu'autorité délégante, la collectivité va évidemment et naturellement dire il faut que le prix payé par les abonnés soit le moins cher possible. Oui, mais en tant qu'actionnaire, la même collectivité va dire oui, vous êtes gentil, mais enfin, moins on fait de bénéfices, moins il y aura de dividendes.
et puis la collectivité en tant que cliente. Enfin bref, vous voyez bien les difficultés que ça peut poser. C'est pourquoi la CEMOP est un élément, me semble-t-il, enfin un modèle. J'aime pas ce terme de modèle parce que ça semble vouloir dire qu'on veut l'imposer partout. Non, pas du tout, mais c'est un outil. Voilà, c'est un outil qui me semble particulièrement intéressant, mais qui effectivement va nécessiter de mettre en place un certain nombre de pare-feux. Et très concrètement, par exemple, c'est une de mes collègues qui représente la ville quand la ville parle en tant qu'autorité délégante. Et moi, je parle quand la CEMOP parle en tant que société. Et si ma collègue et moi, si l'autorité délégante et la société ne disent pas la même chose, eh bien dans ce cas-là, il y a un conflit. Pour l'instant, ça n'est jamais arrivé, mais ça pourrait arriver évidemment. Et dans ce cas-là, le conflit serait porté devant le maire de la ville. Et c'est lui qui trancherait et qui dirait ben, « moi, je donne ma préférence, le choix vers l'autorité délégante ou au contraire, vers la ville en tant qu'actionnaire ». Mais c'est important de bien avoir ces éléments-là en tête. Pour autant, et si l'on prend le soin de poser les choses et d'éviter ce qu'on pourrait considérer comme des formes de conflits d'intérêts, enfin, à l'intérieur de la même collectivité, eh bien, il me semble que la CEMOP constitue, avec les deux autres formes d'entreprises publiques locales, une manière de mettre en œuvre, une manière, j'allais dire, intelligente, pardonnez-moi de le dire comme ça, une manière intelligente de mettre en œuvre un partenariat public-privé dans lequel la personne publique est vraiment en situation, pour peu qu'elle s'en donne les moyens, est vraiment en situation de regarder ce qui se passe, et non seulement de regarder, mais le cas échéant, de mettre un veto à la décision que pourrait être tenté de prendre l'industriel privé qui, classiquement, pour un industriel, voit d'abord et avant tout, pas seulement, mais d'abord et avant tout quand même, ses propres intérêts, ses propres bénéfices. Donc je pense qu'il y a là vraiment quelque chose d'intéressant. Ça ne répond pas à toutes les situations, mais je pense que ça peut répondre à pas mal de situations. Et c'est donc un outil qui peine encore un peu à se développer. Globalement, il y a une 50aine de CEMOP. Ce n'est pas énorme en 10 ans. Par rapport au nombre de SEM ou de SPL, c'est beaucoup plus modeste. Mais je pense quand même que la CEMOP a pas mal de qualités et de vertus et que ça devrait lui permettre de se développer dans les années à venir. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Mercuzzo. Au final, il y a une très bonne commercialisation du réseau, il y a beaucoup de clients. Oui, sinon je ne serais pas là pour en parler d'ailleurs, parce que j'aurais trop honte. Non, ce qui est le signe du vrai succès de la CEMOP, mais en réalité du réseau de chaleur, c'est que nous croulons sous les demandes, non pas de personnes publiques comme par exemple un bailleur social ou comme la ville ou comme la région pour les lycées, mais nous croulons de demandes venant de copropriétés privées. Et ça, c'est la meilleure preuve que nous apportons véritablement un service. Alors évidemment, ce n'est pas simple de répondre toujours à ces demandes, parce que d'abord, pour connecter un immeuble, faut faire des travaux, et puis ça coûte cher, et puis il y a des périodes qui se prêtent plus ou moins bien aux travaux, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout ça est un peu complexe, mais ça prouve la réussite du réseau. C'est l'aspect copropriété privée. Est-ce que vous avez des questions, parce qu'on a encore 5-6 minutes, des questions pour nos deux intervenants sur plutôt l'aspect énergie renouvelable? Allez-y. Oui, monsieur. Pour la CEMOP, à propos en fait de la masse critique, donc est-ce que cette approche est généralisable et quelle est la masse critique en termes urbains pour permettre la mise en place d'un tel modèle et son maintien dans la durée? Quelle est la masse critique pour développer un réseau de chaleur dans une ville? C'est ça. Alors, en réalité, il apparaît qu'en France, ce sont essentiellement les grandes villes qui s'emparent de cette question-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va regarder à l'étranger, et par exemple au Danemark, alors sur un modèle assez sensiblement différent, mais qui met en avant quand même le poids, le rôle des collectivités publiques, eh bien des beaucoup plus petites villes, quelques milliers d'habitants, mettent en place
des réseaux de chaleur. Donc, Oui. à condition que l'on évolue peut-être un peu culturellement, d'ailleurs, peut-être économiquement aussi, en laissant d'autres modèles se développer, la question du réseau de chaleur peut intéresser, y compris des villes de l'ordre de 5 à 10 000 habitants. Ah oui. Vraiment, c'est tout à Oui. fait envisageable. Une autre question pour, aux deux intervenants. Oui, monsieur. Ah non, bah, j'ai pas une question, j'ai un slogan du coup, puisque CEMOP à l'envers, ça fait paumé. Du coup, si vous voulez pas être paumé, montez une CEMOP. Voilà, c'est un truc. Ouais, pour la petite histoire, parce qu'on en est au slogan, la CEMOP aurait pu s'appeler CEMOU. C'est pas terrible, parce que le OP, c'est pour opération unique. Et donc, dans un premier temps, le législateur disait Société d'économie mixte à opération unique, ça fait CEMOU. Donc, c'est bien qu'on ait gardé CEMOP, ça fait fonctionner aussi votre slogan. Encore une autre question, la dernière, non, que personne ne soit frustré. Alors sinon, monsieur Sanfard de Garneau a un petit annonce à vous faire pour remettre ces quelques petits bréviaires. Voilà, c'est ça. C'était pour vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à nos projets. Et je suis venu avec mon équipe dans la mesure de nos modestes forces physiques, avec quelques ouvrages sur le projet Pardieu qui décrivent ce qu'on a dit brièvement ce matin et qui vont un peu plus loin, puisque le modèle régénération porte sur l'immobilier, mais en fait on est en train de monter tout un compte carbone très spécifique qui se penche sur les usages et pas simplement sur la construction de la ville, plus de la renaturation. Donc voilà, c'est gratuit, c'est à votre bon cœur, mais dans l'autre sens, si vous voulez, servez-vous. Bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, on va laisser la place.